Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Le silence des montagnes rocheuses du Colorado portait le poids d'une cathédrale. James Carver avançait lentement entre les pins couverts de neige, chaque pas résonnant comme un murmure contre l'immense étendue blanche qui s'étendait aussi loin que ses yeux pouvaient voir. L'air vif brûlait ses poumons, mais il préférait cette douleur physique à l'agonie émotionnelle qui l'avait conduit ici. 3 semaines depuis qu'Elizabeth avait signé les papiers du divorce avec la même froideur qu'elle mettait à choisir des vins coûteux. « Parce que tu n'as jamais vraiment été présent, James », furent ses derniers mots avant de quitter le manoir de Bellevue, emportant avec elle 15 ans de mariage et une partie de son âme qu'il ne savait comment récupérer. Le fusil Winchester pesait lourd dans ses mains, comme une extension de ses propres os. La chasse avait toujours été son refuge lorsque le monde des affaires devenait trop étouffant. Ici, parmi les arbres anciens et le vent qui chantait de vieux secrets, il pouvait momentanément oublier qu'il était James Carver, PDG de Carver Energy Corp, l'homme qui déplaçait des milliards d'un signe de tête mais qui ne pouvait toucher le cœur de sa propre épouse. Le soleil commençait à se coucher, peignant la neige de teinte dorée, lorsqu'il la vit. Une silhouette délicate se déplaçait entre les arbres à environ 50 mètres devant lui. James leva son fusil par instinct, ajustant sa mire. Ce qui semblait être un cerf se mouvait avec une grâce naturelle, et pendant un instant, il ressentit la première étincelle de quelque chose ressemblant à la paix depuis des semaines. Son doigt trouva la gâchette. Sa respiration devint contrôlée, mesurée. C'était ce dont il avait besoin, un moment de concentration absolue où rien d'autre n'existait que lui, l'arme et la cible. Le coup résonna à travers les montagnes comme un coup de tonnerre. Mais ce qu'il entendit ensuite glaça son sang. Ce n'était pas le bruit sourd d'un animal blessé tombant au sol. C'était un cri humain, aigu et rempli de douleur, qui trancha l'air comme une lame. Non, 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 James lâcha le fusil et courut, ses pieds s'enfonçant dans la neige molle, son cœur battant si fort qu'il l'entendait dans ses oreilles. Les arbres semblaient se refermer autour de lui, créant un labyrinthe cauchemardesque, alors qu'il suivait la direction du cri. Il la trouva effondrée contre le tronc d'un pin géant, les mains pressées contre le côté gauche de sa poitrine. Le sang rouge vif contrastait brutalement avec la neige immaculée autour d'elle. Elle était jeune, être au début de la vingtaine, avec des cheveux bruns s'échappant d'un bonnet de laine bleue. Ses yeux verts, grands ouverts de douleur et de choc, croisèrent les siens. « Aidez-moi » murmura-t-elle, sa voix tremblante non seulement de froid, mais aussi de peur. James tomba à genoux à côté d'elle, ses mains tremblantes essayant d'évaluer l'ampleur de la blessure. La balle avait traversé le manteau épais et s'était logée dangereusement près de son cœur. Le sang coulait régulièrement, mais pas par jets, signe qu'elle n'avait pas touché une artère majeure. « Mon Dieu, je suis tellement désolé. » Tellement désolé, répéta-t-elle, enlevant son propre manteau pour le presser contre la blessure. « Je pensais que vous étiez. Je n'ai pas vu. Êtes-vous chasseur ?» demanda-t-elle, essayant de garder ses yeux fixés sur lui. James remarqua un petit carnet tombé dans la neige à côté d'elle, ses pages couvertes de dessins détaillés d'oiseaux. « Oui, mais ça n'a pas d'importance maintenant. Comment vous appelez-vous ?»« Sophie. Sophie Larson. » Elle tenta de se redresser, mais gémit de douleur. « J'étudiais le comportement migratoire des aigles royaux. Il y a un hydrale ici. » James regarda autour de lui, calculant les distances et les possibilités. Ils étaient à au moins 15 km de la route la plus proche, et le ciel s'assombrissait rapidement, de lourds nuages s'amoncelaient à l'horizon. Une tempête approchait. « Sophie, il faut que vous me fassiez confiance. Il m'appelle James. Je vais vous sortir d'ici, mais d'abord, je dois stabiliser cette blessure. » Elle étudia son visage un instant, comme si elle cherchait quelque chose. « Vous semblez savoir ce que vous faites. J'ai étudié la médecine pendant 2 ans avant de passer à l'administration des affaires. » Il ne mentionna pas que cela remontait à plus de 20 ans. « Sophie, je vais devoir examiner la blessure de plus près. Pouvez-vous me faire confiance ?» Elle hocha la tête, et James ressentit le poids de cette confiance comme il n'avait jamais ressenti de responsabilité dans les affaires auparavant. Avec précaution, il ouvrit son manteau, révélant une chemise de flanelle trempée de sang. La blessure était petite mais profonde et dangereusement située. « La balle est toujours à l'intérieur, » murmura-t-il, plus pour lui-même. « Je ne peux pas la déplacer sans causer plus de dommages. » Sophie ferma les yeux, prenant une profonde inspiration. « Combien de temps avons-nous » La question était simple mais lourde d'implications. James regarda le ciel de plus en plus sombre, sentit le vent se renforcer, et sut qu'il devait être honnête. « La tempête arrivera dans quelques heures. Nous ne pourrons pas sortir des montagnes aujourd'hui. » Il marqua une pause, pesant ses mots. « Sophie, je vais devoir retirer la balle ici même. » Ses yeux s'ouvrirent, rencontrant les siens. « Ici ? Dans la forêt ? J'ai des fournitures médicales de base au camp, à environ 2 km d'ici.
Il y a une grotte où nous pouvons nous abriter. James lui prit la main, surpris par la fermeté de son emprise. Je ne vais pas vous mentir. Che sarà difficile. Sophie étudia son visage une fois de plus, comme si elle prenait la décision la plus importante de sa vie. Puis, inexplicablement, elle sourit. Un petit sourire, mais sincère. Vous savez, James, ce matin, je me demandais si quelque chose d'extraordinaire allait arriver dans ma vie. Elle rit doucement, un rire qui semblait presque musical contre le vent croissant. Je suppose que j'ai ma réponse. James sentit quelque chose remuer dans sa poitrine, pas de la peur ni de la culpabilité, mais quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Alors que la neige commençait à tomber plus fort et que le premier coup de tonnerre résonnait à travers la montagne, il sut que ce moment les changerait tous les deux pour toujours. La grotte que James connaissait depuis l'adolescence s'étendait comme une cathédrale naturelle taillée dans la roche. Les parois humides réfléchissaient la lumière vacillante du feu qu'il avait réussi à allumer, créant des ombres dansantes qui semblaient observer chaque mouvement. Le bruit de la tempête à l'extérieur était assourdissant, le vent hurlant comme une bête sauvage, et la neige battant contre l'entrée rocheuse. Sophie était allongée sur le sac de couchage que James avait étendu sur la partie la plus plate du sol de la grotte, son visage pâle contrastant avec l'éclat orangé des flammes. Il avait improvisé une table d'opération en utilisant son sac de camping et quelques pierres plates. Ses fournitures médicales, un kit de premiers secours robuste qu'il emportait toujours en expédition, étaient organisés à côté d'elle comme des instruments chirurgicaux dans un hôpital. « James » murmura-t-elle, sa voix plus faible qu'auparavant. « Puis-je vous poser une question étrange ?» Il arrêta de stériliser un petit couteau de camping avec de l'alcool et la regarda. « Pinzoa, si vous mouriez aujourd'hui, auriez-vous l'impression d'avoir vraiment vécu ?» La question le frappa comme un coup de poing à l'estomac. James resta silencieux un moment, le bruit de la pluie emplissant l'espace entre eux. « Pourquoi posez-vous cette question ?»« Parce que j'y pensais quand vous m'avez trouvé. » Sophie tenta de sourire, mais James pouvait voir la douleur dans ses yeux. « Et j'ai réalisé que oui, j'ai vécu. Chaque jour dans la forêt, chaque oiseau que j'ai étudié, chaque lever de soleil auquel j'ai assisté. J'ai vécu intensément. Et vous ?» James sentit quelque chose se serrer dans sa gorge. 20 ans à construire un empire. À acheter des entreprises, à accumuler des zéros sur des comptes bancaires, et il ne pouvait se souvenir de la dernière fois où il s'était senti vraiment vivant. « Non », répondit-il avec une honnêteté qui le surprit. « Je pense que j'ai cessé de vivre il y a longtemps, et je ne m'en rends compte que maintenant. » Sophie hocha la tête, comme si cette réponse avait parfaitement du sens. « Peu, est-ce pour cela que nous sommes ici ensemble? Parfois, l'univers a d'étranges façons de nous réveiller. » James reporta son attention sur les instruments, mais ses mains tremblaient légèrement. « Sophie, il faut que vous compreniez ce à quoi nous faisons face. Je n'ai pas d'anesthésie générale, juste quelques comprimés antidouleurs et de l'alcool. Ça va faire très mal. Combien? Plus que tout ce que vous avez jamais ressenti dans votre vie. » Elle ferma les yeux un instant, prenant une profonde inspiration. « Et si vous n'y arrivez pas, si quelque chose tourne mal ?» James s'arrêta complètement, confronté à la question qu'il évitait de se poser. « Alors, au moins, vous ne mourrez pas seul dans la tempête. » C'est réconfortant d'une étrange manière. Sophie rit doucement, un son qui résonna doucement contre les parois de la grotte. « Avez-vous des enfants, James ?»« Non. Elisabeth et moi avons essayé pendant des années, mais... » Il ne termina pas la phrase. « Et vous ?»« Je n'ai pas de famille. Mes parents sont morts dans un accident quand j'avais 6 ans. Depuis, les oiseaux sont devenus ma famille. » Elle regarda le plafond de la grotte. « Ils m'ont appris que la migration n'est pas une fuite. C'est trouver où l'on appartient. » James sentit ces mots résonner en lui d'une manière qu'il n'avait pas anticipée. « Êtes-vous prête ?»« Attendez. » Sophie étendit la main vers lui. « Promettez-moi quelque chose. »« Quoi ?»« Si je ne survis pas, promettez-moi que vous répondrez différemment la prochaine fois que quelqu'un vous posera cette question. » James lui prit la main, sentant la peau froide mais ferme. « Vous allez survivre. Promettez ?»« Je promets. » James commença par administrer les analgésiques qu'il avait, sachant qu'ils seraient insuffisants. Puis, avec une extrême prudence, il commença à nettoyer la zone autour de la blessure. Sophie serra les dents mais ne cria pas. « Parlez-moi des aigles, » dit-il, essayant de la distraire tout en préparant l'incision. « Les aigles royaux sont... » Ah ! Elle gémit lorsqu'il fit la première incision, mais continua de parler. « Ils sont différents des aigles à tête blanche. Ils n'aiment pas l'eau. Ils préfèrent les terrains ouverts. La femelle que j'étudie a au moins 15 ans. Elle revient ici chaque hiver depuis 5 ans. » James travailla avec une précision chirurgicale, ses mains retrouvant une compétence qu'il pensait avoir perdue il y a des décennies. La balle était logée plus profondément que prévu, dangereusement près du cœur. « Pourquoi vous souciez-vous autant d'eux ?» demanda-t-il, la sueur coulant sur son front malgré le froid. « Parce qu'ils choisissent un partenaire pour la vie. » Sophie respirait lourdement, mais sa voix restait stable. « Quand l'un meurt, l'autre peut passer le reste de sa vie seul. Mais quand ils se trouvent,
Ils volent ensemble comme s'ils ne faisaient qu'un. James s'arrêta un instant. Cela ne vous semble-t-il pas solitaire? Avant, oui, mais en les observant, j'ai réalisé qu'ils n'ont pas peur de la solitude parce qu'ils savent que ça vaut la peine d'attendre le véritable amour, même si cela signifie être seul toute sa vie. Sophie gémit à nouveau lorsqu'il approfondit l'incision. Mieux vaut être seul et authentique qu'accompagné et vide. Ces mots frappèrent James comme la balle avait frappé Sophie. Il pensa à ses 15 ans avec Elizabeth, des dîners silencieux, des conversations sur les affaires, une intimité qui n'avait jamais vraiment existé. Ils avaient été deux étrangers partageant une maison, pas deux personnes partageant une vie. Vous l'avez? Demanda Sophie, remarquant qu'il s'était arrêté. Presque. James localisa la balle, un petit morceau de métal qui avait causé tant de dégâts. Sophie, ça va faire très mal maintenant. Je dois la retirer. Faites-le. James travailla avec une extrême délicatesse, chaque mouvement calculé. Sophie cria, un son qui résonna dans la grotte et se mêla au vent à l'extérieur. Des larmes coulèrent sur son visage, mais elle ne bougea pas. Enfin, la balle sortit. James la tint à la lumière du feu, un petit objet qui avait réuni deux vies d'une manière impossible. Vous l'avez fait, murmura-t-il, commençant à suturer la blessure. Sophie était épuisée, mais ses yeux restaient fixés sur lui. James? Oui. Merci de ne pas avoir abandonné. En terminant de soigner la blessure, James réalisa que quelque chose de fondamental avait changé en lui. Pour la première fois depuis des années, peut-être des décennies, il avait fait quelque chose qui comptait vraiment, il avait sauvé une vie. Il avait été pleinement présent à chaque seconde. Sophie, merci de m'avoir laissé essayer. Dehors, la tempête continuait de rugir. Mais à l'intérieur de la grotte, réchauffés par le feu et par quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait encore nommer, ils avaient trouvé une étrange paix. James regarda la femme qu'il avait presque tuée et se demanda si l'univers avait vraiment des moyens mystérieux de réunir les bonnes personnes. La balle était retirée, mais James soupçonnait que la véritable transformation ne faisait que commencer. Le feu crépitait doucement dans la grotte, ses flammes dansant comme des esprits ancestraux sur les parois rocheuses. James avait improvisé un lit plus confortable pour Sophie, utilisant sa propre veste comme oreiller supplémentaire, et maintenant elle reposait en position semi-assise, la blessure correctement bandée. Le pire était passé. Elle était stable, respirait normalement, et la couleur revenait progressivement sur son visage. « Je ne peux pas dormir », murmura-t-elle, brisant le silence qui s'était installé entre eux ces dernières heures. James était assis à quelques mètres, alimentant le feu avec des branches sèches qu'il avait ramassées avant l'opération. « C'est l'adrénaline. Votre corps est encore en train de traiter le traumatisme. Ce n'est pas seulement ça. » Sophie le regarda avec ses yeux verts pénétrants. « C'est étrange, mais je me sens éveillé, comme si j'avais dormi pendant des années et que je voyais enfin vraiment le monde. » James comprit exactement ce qu'elle voulait dire. Il se sentait différent, lui aussi, comme si une couche de brouillard avait été retirée de sa vision. Les expériences de mort imminente font cet effet aux gens. En avez-vous déjà une? Une expérience de mort imminente? James réfléchit un instant. Pas physiquement, mais émotionnellement. Je pense que je mourrais lentement depuis des années sans m'en rendre compte. Sophie l'étudia avec curiosité. Que voulez-vous dire? James hésita. Il n'était pas un homme de confidence intime, surtout avec des étrangers, mais quelque chose dans la vulnérabilité du moment, dans le fait qu'ils avaient traversé quelque chose d'aussi intense ensemble, rendait les barrières habituelles inutiles. Connaissez-vous ce sentiment de vivre la vie de quelqu'un d'autre? Commença-t-il, remuant une branche dans le feu. Pendant 20 ans, je me levais, enfilais des costumes coûteux, prenais des décisions qui déplaçaient des millions de dollars, rentrais chez moi auprès d'une épouse qui me regardait à peine, et me demandais si c'était vraiment ce que devait être la vie adulte. Et c'était le cas? Non. C'était une performance. Je jouais le rôle de James Carver que tout le monde attendait. L'héritier prospère, le mari stable, le PDG impitoyable. Mais sous tout cela, j'étais vide. Sophie hocha la tête, comme si elle comprenait parfaitement. Je ressentais cela à l'université. Tous mes camarades voulaient travailler dans des laboratoires dans de grandes villes, publier des recherches, construire des carrières académiques brillantes. J'ai essayé pendant un temps. Que s'est-il passé? J'ai réalisé que j'ai tout fait. Un matin, je me suis réveillé dans mon appartement à Boston, et j'ai senti que les murs se refermaient sur moi. Le même jour, j'ai pris un sac à dos et je suis venu ici. C'était il y a 3 ans. Elle sourit doucement. La meilleure décision que j'ai jamais prise. James la regarda, fasciné par la tranquillité dans sa voix. Vos collègues ont dû penser que vous étiez devenue folle. Tsesdvrai. Mon conseiller a dit que je jetais un avenir brillant. Mais savez-vous ce que j'ai découvert? Brillant pour qui? À quoi sert un avenir brillant si vous vous sentez mort à l'intérieur? Comment vous débrouillez-vous ici? Je travaille avec des organisations de conservation, j'écris des rapports sur la migration et le comportement animal, je donne des conférences occasionnelles. Je ne gagne pas beaucoup, mais j'ai besoin de peu. Sophie fit une pause. Et vous?
Comment en êtes-vous arrivé à vous sentir vide alors que vous avez tout ce dont la plupart des gens rêvent? James rit amèrement. C'est l'ironie, n'est-ce pas? Plus j'accumulais, argent, propriété, reconnaissance, plus je me sentais vide. C'est comme si chaque réalisation n'était qu'une nouvelle couche de vernis sur un meuble qui pourrit de l'intérieur. Aimiez-vous votre femme? La question était directe, sans détour, et James apprécia l'honnêteté. J'y pensais oui. Mais en y repensant maintenant, je crois que j'aimais l'idée d'elle, la version de nous-mêmes que nous semblions être pour le monde extérieur. Elisabeth est intelligente, sophistiquée, issue d'une bonne famille. Sur le papier, nous étions le couple parfait. Et en réalité? En réalité, nous étions deux étrangers partageant une immense maison silencieuse. Nous parlions du temps, des engagements sociaux, des affaires, mais jamais de rêves, de peur, d'espoir, jamais des choses qui comptent vraiment. Sophie le regarda en silence un moment. Puis-je demander pourquoi vous avez divorcé? James soupira profondément. Elisabeth a dit que je n'étais jamais vraiment présent, que même lorsque mon corps était là, mon esprit était toujours ailleurs. Elle avait raison. Il regarda Sophie. Mais le plus drôle, c'est qu'ici, dans cette grotte, en parlant avec vous, je me sens plus présent que je ne l'ai été depuis des années. Être parce qu'il n'y a nulle part où fuir, pas de distraction, pas de performance à maintenir. Ou être parce que vous êtes réel d'une manière que la plupart des gens que je connais ne sont pas. Sophie rougit légèrement. Que voulez-vous dire? Vous parlez des choses qui comptent. Vous avez choisi une vie authentique, même si cela signifiait renoncer à la sécurité et à l'approbation sociale. C'est inspirant. C'est aussi effrayant parfois, admit-elle. Il y a des jours où je me demande si je ne suis pas juste une lâche qui fuit le monde réel. Ce n'est pas fuir quand vous allez vers quelque chose que vous aimez au lieu de fuir quelque chose que vous craignez. Sophie sourit, et James sentit quelque chose de chaud dans sa poitrine. C'est une distinction intéressante. Vous m'y faites réfléchir. Pendant des années, j'ai pris des décisions basées sur la peur, peur d'échouer, peur de décevoir, peur de ne pas être assez. Mais vous avez pris des décisions basées sur l'amour. Et vous? Si vous pouviez recommencer, que feriez-vous différemment? James réfléchit sérieusement à la question. Je pense que j'arrêterai d'essayer d'être celui que je pensais devoir être et que je commencerai à découvrir qui je suis vraiment. Il n'est jamais trop tard pour ça, n'est-ce pas, James? Vous venez de me sauver la vie de vos propres mains. Vous avez improvisé une opération dans une grotte pendant une tempête. Ce n'est pas ce que fait une personne ordinaire. C'est ce que fait une personne extraordinaire quand elle cesse de se cacher derrière ses propres barrières. James sentit quelque chose remuer en lui, une sensation qu'il n'avait pas ressentie depuis si longtemps qu'il avait presque oublié ce que c'était, l'espoir. Sophie. Oui. Quand nous sortirons d'ici, j'aimerais mieux vous connaître, pas en tant que l'homme qui vous a presque tué, mais en tant que moi-même, quel que soit cet homme. Sophie sourit, et cette fois, c'était un sourire complet, rayonnant. Ça me plairait beaucoup. Dehors, la tempête s'apaisait progressivement, mais aucun d'eux ne semblait pressé que la nuit se termine. James alimenta le feu une fois de plus, réalisant que pour la première fois depuis des années, il n'était pas anxieux d'atteindre le moment suivant. Ce moment, ici avec Sophie, semblait parfait tel qu'il était. James. Oui. Merci pourquoi? Pour m'avoir montré qu'il y a encore des gens dans le monde qui savent être véritablement présents. Alors que les flammes dansaient entre eux et que la tempête s'apaisait enfin à l'extérieur, James réalisa qu'il avait être trouvé quelque chose qu'il ne savait même pas qu'il cherchait. Une connexion authentique avec un autre être humain. Et pour la première fois depuis qu'il s'en souvenait, l'avenir semblait rempli de possibilités plutôt que d'obligations. L'hélicoptère de secours fendit le ciel bleu du matin comme une libellule géante, ses pales créant une symphonie mécanique qui résonnait à travers les montagnes. James tenait la main de Sophie pendant qu'on la transférait soigneusement sur la civière, leurs doigts entrelacés comme des ancres dans une mer d'incertitude. « Tout va bien se passer », murmura-t-il à son oreille, sa voix presque perdue dans le bruit des pales. « Sophie serra sa main. Vous venez avec moi? Je ne vous quitte pas. » L'hôpital Mount Grace était une forteresse de verre et d'acier, nichée parmi les montagnes, connue pour servir l'élite du Colorado. James avait insisté pour l'y emmener, les meilleurs soins médicaux que l'argent pouvait acheter. En regardant Sophie être conduite aux urgences, il ne pouvait imaginer que cette décision changerait tout. Le docteur William Kessler était un homme grand, austère, avec des cheveux gris parfaitement coiffés et des yeux bleus qui semblaient voir à travers les gens. Lorsqu'il entra dans la salle d'attente et vit James, son expression se durcit visiblement. « James Carver », dit-il, sa voix portant une froideur professionnelle qui masquait à peine quelque chose de plus personnel. « Je ne m'attendais pas à vous voir ici. » James se leva lentement, reconnaissant immédiatement le frère d'Elisabeth. « Comment va-t-elle? » « La patiente est stable. Vous avez fait un travail d'urgence étonnamment compétent. » William marqua une pause, étudiant James. « Elisabeth m'a parlé du divorce. J'imagine que cela doit être compliqué pour vous. »
Ma vie personnelle n'a pas d'importance pour le moment. Je veux juste savoir si Sophie sera OK. Sophie. William haussa un sourcil. Intéressant. À peine 3 semaines après votre divorce, et vous sauvez déjà de jeunes femmes dans les montagnes? James sentit son sang bouillir. Ce n'est pas ce que vous pensez. Vraiment? Alors expliquez-moi comment un milliardaire récemment divorcé se retrouve à effectuer une opération improvisée sur une biologiste d'une vingtaine d'années dans une grotte. Avant que James ne puisse répondre, son téléphone se mit à sonner avec insistance. D'abord Daniel, son attaché de presse. Puis Emily, son assistante exécutive. Ensuite, des numéros inconnus qu'il ignora. Finalement, il répondit à l'appel de Daniel. « James, où êtes-vous, bon sang? Vous devez venir au bureau maintenant. Je suis à l'hôpital. Que se passe-t-il? Ce qui se passe, c'est que vous êtes devenu une manchette nationale. Un milliardaire de l'énergie tire sur une jeune environnementaliste lors d'une chasse romantique. CNN, Fox News, tout le monde en parle. » James sentit le monde tourner autour de lui. Comment l'ont-ils appris? Le pilote de l'hélicoptère de secours a vendu l'histoire. Il y a des photos de vous portant la fille, de vous deux vous tenant la main sur la civière. Le récit se répand comme une traînée de poudre. James regarda par la fenêtre de l'hôpital et vit quelque chose qui lui noua l'estomac. Des camionnettes de télévision se positionnaient dans le parking, des reporters ajustaient leurs micros, des caméras étaient installées, une foule se formait. James, continua la voix de Daniel au téléphone, vous devez contrôler cette situation. Le marché boursier réagit négativement. Le conseil d'administration panique. Avant qu'il ne puisse répondre, William Kessler s'approcha à nouveau. Mademoiselle Larson est réveillée et demande à vous voir, mais je dois vous avertir, des reporters essaient d'entrer dans l'hôpital. La sécurité s'en occupe. James raccrocha le téléphone et suivit William à travers les couloirs de l'hôpital. Lorsqu'ils atteignirent la chambre de Sophie, elle était assise dans son lit, regardant par la fenêtre avec une expression de confusion et d'horreur. James se tourna-t-elle vers lui, les yeux écarquillés. Que se passe-t-il dehors? Il y a des caméras, des gens qui crient mon nom. Il s'approcha du lit, lui prenant la main. La presse a découvert l'accident, et il crée une histoire qui n'a rien à voir avec la réalité. Sophie regarda à nouveau par la fenêtre, où d'autres camionnettes de presse arrivaient. Que disent-ils? James hésita mais savait qu'elle devait savoir. Il suggère que c'était une rencontre romantique qui a mal tourné, que vous êtes une opportuniste, et que je suis un milliardaire déséquilibré. Le visage de Sophie pâlit. Opportuniste? Ils ne me connaissent même pas. La vérité ne compte pas pour eux. Ils ont besoin d'une histoire qui vende. Le docteur Kessler s'éclaircit la gorge. Mémélé Watson, en tant que votre médecin, je recommande fortement d'éviter toute exposition médiatique inutile. Votre état est encore délicat. À ce moment, la porte de la chambre s'ouvrit brusquement, et une femme élégante portant un manteau en cachemire coûteux entra comme un ouragan. Elizabeth Carver était exactement comme James s'en souvenait, blonde, sophistiquée, avec une prestance qui attirait l'attention, mais il y avait quelque chose de nouveau dans ses yeux, une fureur froide qu'il n'avait jamais vue auparavant. « James, dit-elle, sa voix tranchante comme de la glace, quel spectacle pathétique. Elizabeth, vous ne devriez pas être ici. Vraiment? » Elle rit, un son sans humour. Mon nom est traîné dans la boue sur toutes les chaînes d'information du pays. Bien sûr que je dois être ici. Elizabeth se tourna vers Sophie, l'évaluant de la tête aux pieds avec un regard qui aurait pu geler l'eau. Donc, vous êtes la petite environnementaliste qui a réussi à accrocher mon ex-mari si rapidement. James fit un pas en avant, mais Sophie leva la main. Madame Carver, dit Sophie calmement, se redressant dans son lit malgré une douleur visible, je comprends que cette situation doit être difficile pour vous, mais je vous assure qu'il n'y a rien entre votre ex-mari et moi autre que... Autre que quoi? De la gratitude? Vous pensez vraiment que je vais croire qu'une jeune idéaliste comme vous ne voit pas une opportunité quand elle frappe à votre porte avec un compte bancaire à 9 chiffres? James vit quelque chose s'allumer dans les yeux de Sophie, pas de la colère, mais une dignité farouche qui l'impressionna. Madame Carver, je ne connais pas les détails de votre mariage avec James, et franchement, ce ne sont pas mes affaires. Mais je peux vous dire ceci. J'étais dans les montagnes pour étudier les aigles royaux, travaillant sur une recherche que j'aime, vivant une vie que j'ai consciemment choisie, je ne cherchais personne, encore moins des complications. Comme c'est pratique. Et une autre chose, continua Sophie, sa voix devenant plus forte, votre ex-mari m'a sauvé la vie. Il aurait pu fuir, cacher ce qui s'était passé, mais au lieu de cela, il est resté. Il a tout risqué pour me garder en vie. Cela en dit long sur son caractère, pas sur mes prétendues motivations. Elizabeth resta silencieuse un moment, puis se tourna vers James. Tu penses vraiment qu'elle est différente? Que cette fois, ce sera réel? James regarda Sophie, puis Elizabeth, et pour la première fois en 15 ans de mariage, dit exactement ce qu'il pensait. Oui, Elizabeth. Je pense qu'elle est complètement différente. Et pour la première fois de ma vie,
je sais faire la différence. Le silence qui suivit fut brisé par le bruit des caméras cliquant à l'extérieur de la fenêtre. L'histoire ne faisait que commencer, et James réalisa que sa vie ne serait plus jamais privée, mais en regardant Sophie, qui gardait la tête haute avec une dignité que ni le scandale ni la fortune ne pouvaient acheter, il sut que cela valait la peine d'affronter n'importe quelle tempête. L'air dans la chambre d'hôpital semblait chargé d'électricité après les mots de James. Elizabeth resta immobile un instant, comme si elle avait été giflée. Ses yeux bleus, qui auparavant brillaient d'une colère contenue, reflétaient maintenant quelque chose de plus profond, un mélange de choc, de douleur et peut-être de reconnaissance. Différente, répéta-t-elle lentement, savourant le mot comme du poison. En 15 ans de mariage, James, tu ne m'as jamais regardé comme tu la regardes maintenant. Sophie tenta de se repositionner dans le lit, visiblement mal à l'aise face à la tension croissante. Peut-être devrais-je vous demander de parler en privé. Non, dit Elizabeth brusquement, gardant les yeux fixés sur James. Vous faites déjà partie de cette histoire, ma chère. Autant tout entendre. Le docteur Kessler s'éclaircit la gorge. Peut-être que ce n'est ni le moment ni l'endroit pour. William, s'il vous plaît, coupa Elizabeth son frère. Quelques clarifications sont nécessaires. James ressentit le poids familier de la manipulation émotionnelle d'Elizabeth. Mais cette fois, quelque chose était différent. Il ne se sentait ni coupable ni sur la défensive. Au lieu de cela, il ressentait une étrange clarté, comme s'il pouvait enfin voir son ex-femme sans le filtre déformant des obligations conjugales. « Elizabeth, que veux-tu que je dise ? Que je suis désolé d'avoir trouvé quelqu'un qui me fait me sentir vivant ? » Trouvé ? Elizabeth rit, un son dur. « James, tu lui as tiré dessus. Ce n'est pas trouver. C'est créer une situation où elle a besoin de toi. C'est le syndrome du sauveur classique. » Sophie se redressa davantage dans le lit, ses yeux verts étincelants. « Avec tout le respect que je vous dois, Madame Carver, vous ne savez rien de moi ni de ce qui s'est passé dans les montagnes. Vraiment ? Alors éclairez-moi. » Elizabeth croisa les bras, adoptant la posture que James connaissait bien, l'avocate prête à attaquer. Une jeune environnementaliste travaillant seule dans une zone reculée croise par hasard un milliardaire récemment divorcé et vulnérable. Quelle coïncidence remarquable. Ce n'était pas une coïncidence, répondit Sophie calmement. C'était une tragédie qui s'est transformée en quelque chose d'inattendu. Mais vous avez raison sur une chose. James était vulnérable. Il était brisé, en fait. James la regarda, surpris. Il était rare que quelqu'un parle si directement de ses blessures émotionnelles. Brisé. Elizabeth laissa échapper un rire amer. James n'a jamais été brisé. James a toujours tout eu. L'argent, le succès, une épouse qui prenait soin de son image sociale, une vie parfaitement organisée. Une vie parfaitement organisée, répéta Sophie pensivement. C'est intéressant comme vous décrivez un mariage comme s'il s'agissait d'un événement d'entreprise. Elizabeth s'étendit. Vous n'avez aucune idée de ce dont vous parlez. Peut-être pas, mais je sais reconnaître quelqu'un qui mourait à l'intérieur. James m'a parlé de votre mariage, des dîners silencieux, des conversations sur la météo, du sentiment de vivre une vie qui n'était pas la sienne. Il a dit ça. Elizabeth se tourna vers James, et pour la première fois, il vit une véritable douleur dans ses yeux. Tu ressentais vraiment ça ? James prit une profonde inspiration. Il était temps d'être complètement honnête, pas seulement avec Elizabeth, mais avec lui-même. Elizabeth, nous savons tous les deux que notre mariage était un partenariat de convenance. Tu voulais la sécurité sociale et financière. Je voulais une épouse qui savait naviguer dans mon monde. Mais l'amour, une connexion réelle. Il marqua une pause. Quand avons-nous eu pour la dernière fois une conversation sur les rêves, les peurs, les espoirs ? Ce genre de conversation, c'est pour les adolescents, James. Les adultes construisent des vies pratiques et stables. Ou les adultes qui ont peur de l'intimité se cachent derrière la praticité et la stabilité, dit Sophie doucement. Elizabeth se tourna vers elle avec des yeux étincelants. Vous avez le culot de me psychanalyser. Je ne psychanalyse pas. J'observe simplement que parfois nous construisons des vies qui semblent parfaites à l'extérieur mais qui sont vides à l'intérieur. Et vous, avec vos 20 ans et votre vie bohème dans la forêt, pensez-vous en savoir plus sur les relations qu'une femme qui a maintenu un mariage pendant 15 ans ? Je ne maintiens pas de mariage, répondit Sophie. Mais j'ai étudié les aigles royaux pendant 3 ans, et ils m'ont appris quelque chose sur le véritable partenariat. Elizabeth rit avec dédain. Vous comparez mon mariage à des oiseaux ? Je parle de choix. Les aigles royaux choisissent un partenaire et volent ensemble, pas par convenance ou sécurité, mais parce qu'ils préfèrent sincèrement la compagnie l'un de l'autre à la solitude. Quand un aigle perd son partenaire, il peut rester seul pour le reste de sa vie. Mais ce n'est pas une tragédie. C'est une fidélité à l'expérience du véritable amour. James sentit quelque chose remuer en lui en écoutant Sophie parler. C'était exactement ce qui lui avait manqué, pas seulement la passion, mais le choix conscient, la connexion authentique, comme c'est romantique, dit Elizabeth sarcastiquement.
Et quand la nouveauté s'estompera, quand James réalisera que vous ne pouvez pas naviguer dans son monde, que vous ne comprenez pas les sacrifices nécessaires pour maintenir un empire? Peut-être, dit Sophie calmement, le problème n'est pas que je ne peux pas naviguer dans son monde, mais qu'il est fatigué d'un monde qui exige de sacrifier son âme. Elizabeth resta silencieuse un long moment, étudiant James et Sophie. Quand elle parla à nouveau, sa voix était plus basse, moins agressive. Penses-tu vraiment qu'elle peut te rendre heureux, James? James regarda Sophie, pâle dans son lit d'hôpital, encore en convalescence d'une blessure par balle qu'il avait causée, mais avec des yeux pleins de vie et d'authenticité, puis il regarda Elizabeth, élégante, sophistiquée, parfaitement adaptée au rôle de femme de milliardaire, mais distante d'une manière qu'il pouvait enfin nommer. Elizabeth, pour la première fois depuis des années, quand je suis avec Sophie, je me reconnais, pas la version de moi que tout le monde attend, mais celui que je suis vraiment sous toutes les attentes et les obligations. Et qui es-tu vraiment? James pensa à la conversation dans la grotte, à la manière dont il s'était senti pleinement présent pendant l'opération improvisée, à la facilité avec laquelle lui et Sophie parlaient des choses qui comptaient vraiment. Quelqu'un qui veut faire une différence réelle, pas seulement accumuler de la richesse. Quelqu'un qui valorise l'authenticité plus que l'approbation sociale, quelqu'un qui préfère une conversation réelle à 1000 événements sociaux vides. Elizabeth hocha lentement la tête, et pendant un instant, James vit une étincelle de la femme qu'elle aurait pu être si elle avait choisi d'être vulnérable plutôt que protégée. Alors, j'avais raison, dit-elle enfin. Nous n'étions vraiment pas faits l'un pour l'autre. Nous n'étions pas mauvais, corrigea James doucement. Nous étions pratiques. Et pendant longtemps, je pensais que la praticité suffisait. Maintenant, James regarda à nouveau Sophie, ressentant cette sensation de reconnaissance, d'être chez lui d'une manière qu'il n'avait jamais connue. Maintenant, je connais la différence entre la commodité et la connexion, entre la sécurité et l'amour, entre exister et vivre. Elizabeth prit une profonde inspiration, et lorsqu'elle le regarda à nouveau, la colère avait disparu de ses yeux, remplacée par quelque chose comme une compréhension mélancolique. Eh bien, dit-elle, ajustant son sac sur son épaule, j'espère que tu sais dans quoi tu t'engages. Les médias vont transformer ça en cirque. Nous y ferons face ensemble, dit James, réalisant que c'était la première fois de sa vie qu'il voulait vraiment affronter quelque chose aux côtés d'une autre personne. Elizabeth se tourna pour partir mais s'arrêta à la porte. James? Oui. Pour la première fois depuis que nous nous connaissons, tu sembles réel. Et sur ces mots, elle partit, laissant derrière elle 15 ans de mariage et ouvrant la voie à quelque chose qu'aucun d'eux n'avait vraiment connu auparavant, la possibilité d'un véritable amour. James regarda Sophie, qui avait observé toute la confrontation avec une dignité qui l'impressionna encore plus. Comment vous sentez-vous? Demanda-t-elle. Comme si nous venions de subir une autre sorte d'opération, répondit-elle avec un petit sourire. Mais je pense que celle-ci était nécessaire aussi. Dehors, les caméras continuaient de cliquer. Mais dans la chambre, quelque chose de fondamental avait été clarifié. Le passé avait été confronté, et l'avenir, bien qu'incertain, semblait enfin possible. Le penthouse de James au centre de Seattle s'étendait sur tout le dernier étage d'un gratte-ciel de verre, offrant une vue panoramique sur la ville qui s'étendait jusqu'à l'horizon où le Puget Sound rencontrait les montagnes olympiques. Lorsqu'il ouvrit la porte à Sophie pour la première fois, 3 semaines après avoir quitté l'hôpital, elle s'arrêta sur le seuil, comme si elle était sur le point d'entrer dans un autre monde. « Waouh !» murmura-t-elle, admirant les hauts plafonds, le design minimaliste et les fenêtres du sol au plafond qui transformaient tout le mur ouest en un tableau vivant de la ville. James observa sa réaction, essayant de voir l'espace à travers ses yeux, meubles coûteux, œuvres d'art moderne soigneusement sélectionnées, décorations criant le succès et la sophistication, mais il remarqua aussi maintenant ce qu'il n'avait pas vu auparavant, la froideur, l'absence de vie réelle, le sentiment que c'était plus une salle d'exposition qu'un foyer. C'est trop grand, admit-il, portant sa petite valise. Ça l'a toujours été. Sophie traversa lentement le salon, ses doigts glissant sur le canapé en cuir italien, s'arrêtant devant une étagère remplie de trophées d'affaires et de livres de commerce qui semblaient n'avoir jamais été ouverts. Où restez-vous quand vous êtes ici? Restez? Où vous sentez-vous chez vous? Où vous détendez-vous? Pensez-vous? Existez-vous simplement? James resta silencieux un instant, réalisant qu'il n'avait pas de vraie réponse. Je travaille au bureau, je dors dans la chambre, j'utilise la cuisine pour réchauffer des plats livrés, mais restez. Je suppose que je n'y ai jamais pensé comme ça. Sophie se tourna vers lui avec ce sourire, compréhensif qui l'apprenait à reconnaître. Alors, découvrons l'ensemble. Dans les jours qui suivirent, James observa, fasciné, comment Sophie transformait l'espace froid en quelque chose de vivant. Elle commença petit, réarrangeant les coussins du canapé de manière plus accueillante, ouvrant les rideaux qu'il gardait toujours fermés, jouant une musique douce qui remplissait le silence oppressant qu'il n'avait même pas réalisé exister. « Puis-je faire quelques changements ?» demanda-t-elle la 2e semaine, tenant un petit pot avec une plante qu'elle avait achetée au marché local.
Pinzua. Faites ce que vous voulez. Ce n'est pas à propos de ce que je veux. C'est à propos de créer un espace qui est le nôtre. Le mot nôtre résonna en James d'une manière qui le surprit. Il n'avait jamais pensé à un espace comme véritablement partagé, même pendant son mariage. Sophie plaça la plante, une petite succulente aux feuilles vertes vibrantes, sur la table basse en marbre noir. Le contraste était frappant. La vie organique contre la pierre froide, la croissance naturelle contre la perfection artificielle. Ça semble différent, dit James, étudiant les faits. Ça semble vivant, corrigea telle. Progressivement, d'autres plantes s'apparurent. Sophie expliquait chacune en les plaçant, une fougère qu'elle suspendit près de la fenêtre et, elle aime la lumière douce du matin, un petit jardin d'herbes dans la cuisine. Le basilic frais fait toute la différence. Un figuier dans un coin du salon, il grandira avec nous. James se surprit à attendre avec impatience ces petites transformations. Il rentrait du travail curieux de voir quelle nouvelle vie Sophie avait apportée à la maison. Car c'est ce que l'appartement devenait. Un foyer. Vous savez, je n'ai jamais eu de plante avant, dit-il un soir, la regardant arroser chacune avec soin. Pourquoi pas? Elle semblait compliquée. Une responsabilité de plus. Sophie rit doucement. Ce ne sont pas des responsabilités. Ce sont des relations. Vous prenez soin d'elles, elles rendent votre vie plus belle. C'est un échange. Comment ça fonctionne? Vous apprenez leurs besoins. Celle-ci, elle toucha doucement les feuilles de la fougère, aime l'humidité, mais pas le soleil direct. Celle-là, elle désigna une succulente, préfère être oubliée la plupart du temps. Trop d'attention là-dessus. James observa comment elle touchait chaque plante avec une familiarité affectueuse. Et les gens? Comment fonctionnent-ils? Sophie s'arrêta et le regarda avec ce regard pénétrant qui le faisait toujours sentir comme si elle pouvait voir à travers toutes ses défenses. Les gens sont plus compliqués, mais le principe est similaire. Vous apprenez ce dont ils ont besoin pour s'épanouir et vous l'offrez quand vous le pouvez. Et de quoi avez-vous besoin pour vous épanouir? De l'honnêteté, une présence réelle. Quelqu'un qui me voit tel que je suis vraiment, pas comme une version idéalisée ou une projection de ses propres besoins. James s'approcha d'elle, ressentant une vulnérabilité qui le surprenait encore. Et moi? De quoi ai-je besoin? Sophie l'étudia un instant. Vous devez apprendre qu'il est sûr d'être imparfait, que vous n'avez pas besoin de performer pour être aimé. Comment le savez-vous? Parce que chaque fois que vous vous détendez et arrêtez d'essayer d'impressionner, vous devenez plus intéressant, pas moins. C'était vrai. James avait remarqué que ses conversations les plus significatives avaient lieu lorsqu'il oubliait d'être le PDG prospère et était simplement, comme dans la grotte, comme pendant ses soirées tranquilles dans l'appartement quand ils cuisinaient ensemble et parlaient de tout et de rien. Sophie, je suis amoureux de vous. Elle s'arrêta d'arroser les plantes et se tourna complètement vers lui. Je sais. Vous savez, James, vous me regardez comme si j'étais un miracle, comme si vous ne pouviez pas croire que je suis réel. C'est ce que je ressens. Comme si vous étiez apparu de nulle part et aviez tout changé. Sophie s'approcha de lui, posant ses mains sur sa poitrine. Je n'ai pas tout changé. Je vous ai juste aidé à vous souvenir de qui vous êtes vraiment quand vous n'essayez pas d'être quelqu'un d'autre. James l'embrassa alors, doucement d'abord, puis avec une passion qui venait d'un endroit profond qu'il ne savait même pas exister. Quand ils se séparèrent, il réalisa que ses mains tremblaient. J'ai peur. Admit-il. De quoi? Que ce soit trop beau pour être vrai. Que je gâche tout comme j'ai gâché mon mariage. James, vous n'avez pas gâché votre mariage. Vous avez tous les deux choisi la sécurité plutôt que la vulnérabilité. Je choisis l'opposé. Même en sachant que ma vie est compliquée, qu'il y aura la pression des médias, de l'entreprise, de la société. Surtout à cause de ça. Sophie sourit. L'amour facile ne transforme personne. L'amour qui en vaut la peine exige toujours du courage. Cette nuit-là, alors qu'ils étaient allongés dans un lit qui sentait subtilement les fleurs que Sophie avait placées sur la table de nuit, James ressentit quelque chose qu'il n'avait pas connu depuis l'enfance, le sentiment d'être exactement là où il devait être. Sophie. Oui. Merci de m'avoir appris la différence entre avoir une maison et créer un foyer. Elle se blottit contre lui, son souffle chaud contre son cou. Merci de m'avoir laissé planter des racines. Dehors, Seattle dormait sous un manteau d'étoiles, mais à l'intérieur de l'appartement qui était maintenant vraiment un foyer, deux personnes avaient trouvé quelque chose de rare. Un amour qui ne se contentait pas de réchauffer, mais qui transformait. James s'endormit pour la première fois depuis des années sans s'inquiéter de demain, sachant qu'il se réveillerait à côté de quelqu'un qu'il aimait, non pas pour ce qu'il avait ou accomplissait, mais pour qui il était quand tous les masques tombaient. La salle de réunion au 47 étage de Carver Energy Corp avait des murs de verre offrant une vue imposante sur Seattle. Mais ce jeudi matin, James avait l'impression d'être observé par des vautours. 12 membres du conseil d'administration étaient assis autour de la table en acajou poli, leurs visages graves reflétant la gravité de la situation qui avait conduit à cette réunion d'urgence. Robert Sterling, président du conseil et ami de la famille Carver depuis 3 décennies,
s'éclaircit la gorge. James, merci d'être venu si rapidement. Robert, vous avez dit que c'était urgent. James prit place en tête de table, notant la tension palpable dans l'air. Que se passe-t-il? Patricia Lee, directrice des communications d'entreprise, fit glisser un dossier épais sur la table. Voici ce qui se passe. James ouvrit le dossier et sentit son estomac se nouer. À l'intérieur se trouvaient des dizaines de coupures de journaux, des impressions d'articles en ligne et des rapports d'analyse médiatique. Les gros titres sautaient de la page comme des coups de couteau. La romance d'un milliardaire affecte les actions de Carver Energy, les investisseurs questionnent le leadership après le scandale amoureux. Les environnementalistes pourraient-ils influencer les politiques énergétiques? Nos actions ont chuté de 12% depuis que l'histoire est devenue publique, dit Michael Grant, directeur financier, sa voix lourde d'inquiétude. Les investisseurs sont nerveux. Il y a des rumeurs selon lesquelles vous pourriez être influencé par des intérêts environnementaux. James referma le dossier avec plus de force que nécessaire. Sestreditsula. Ma vie personnelle n'a rien à voir avec les opérations de l'entreprise. Vraiment? Dit Olivia Bennett, la plus jeune membre du conseil, connue pour son approche directe. James, vous sortez avec une environnementaliste, une femme qui travaille pour des organisations directement opposées à notre secteur. Comment cela n'affecte-t-il pas notre crédibilité? Sophie travaille dans la conservation de la faune, pas dans la politique énergétique. La distinction peut être claire pour vous, intervint Robert, mais pas pour le marché. Les analystes spéculent sur des changements potentiels dans la direction stratégique de l'entreprise. James s'adossa à sa chaise, ressentant le poids familier des attentes corporatives, mais cette fois, quelque chose était différent. Au lieu de l'anxiété habituelle, il ressentait une étrange clarté. Et que suggérez-vous exactement? Patricia feuilleta ses notes. Nous avons quelques options. Nous pouvons engager une firme de relations publiques spécialisée dans la gestion de crise. Nous pouvons organiser des interviews où vous clarifiez que votre vie personnelle n'influence pas les décisions commerciales, ou, Michael l'interrompit, vous pouvez mettre fin à la relation. Le silence qui suivit était si lourd que James pouvait entendre le bourdonnement presque imperceptible de la climatisation. Il regarda autour de la table, étudiant les visages de personnes qu'il connaissait depuis des années, certaines depuis des décennies. Il vit une réelle inquiétude, mais aussi autre chose, la peur que leur propre position et fortune soient affectées. Mettre fin à la relation, répéta James lentement. C'est vraiment une suggestion que vous faites? Robert se pencha en avant, sa voix prenant le ton paternel qu'il utilisait depuis des années. Vous avez construit un empire. Cette entreprise emploie des dizaines de milliers de personnes, soutient des familles, stimule l'économie de 3 États. Pouvez-vous vraiment risquer tout cela pour une romance? Pour l'amour, corrigea James. Le mot que vous cherchez est l'amour. Olivia ricana. L'amour ne paie pas de dividendes, n'est-ce pas? James se leva, se dirigeant vers le mur de verre donnant sur la ville. Savez-vous comment a été ma performance en tant que PDG ces 6 dernières semaines? James, commença Patricia, ces 6 dernières semaines, depuis que j'ai rencontré Sophie, j'ai conclu 2 accords que vous disiez impossibles, résolu le conflit syndical dans le Montana qui traînait depuis des mois, et proposé 3 innovations stratégiques que notre département de développement poursuivait depuis des années. Il se tourna pour leur faire face. Ma performance s'est améliorée. Elle ne s'est pas détériorée. Ça pourrait être une coïncidence, marmonna Michael. Ou ça pourrait être parce que, pour la première fois depuis des années, je suis vraiment vivant. Je suis présent. J'opère à pleine capacité, au lieu de simplement suivre le mouvement. Robert soupira profondément. James, personne ne remet en question votre compétence, mais la perception est une réalité sur les marchés financiers. Si les investisseurs pensent que vous êtes compromis? James rit, mais il n'y avait aucun humour dans le son. Robert, j'étais compromis pendant mon mariage avec Elizabeth, compromis par les apparences, par les attentes, par le maintien d'une façade que vous avez tous approuvée, et où cela m'a-t-il mené? 15 ans d'existence vide et un divorce qui a coûté à l'entreprise plus en couverture médiatique négative que cette situation ne coûtera. Patricia consulta à nouveau ses notes. Les métriques sont différentes, James. Le divorce était vu comme normal. Les cadres se divorcent. Mais une relation avec quelqu'un du secteur environnemental. Quelqu'un du secteur environnemental qui sauve des oiseaux, interrompit James, pas quelqu'un qui fait du lobbying contre les combustibles fossiles. Sophie étudie la migration des aigles, pour l'amour de Dieu. La perception publique ne fait pas ces distinctions subtiles, dit Olivia. James retourna à sa chaise mais ne s'assit pas. Au lieu de cela, il posa ses mains sur la table et se pencha en avant, regardant chaque membre du conseil dans les yeux. Laissez-moi vous parler de la perception publique. Ce matin, j'ai reçu 3 lettres d'employés me félicitant d'avoir trouvé le bonheur après mon divorce. Hier, notre secrétaire de 30 ans m'a dit qu'elle ne m'avait jamais vu aussi humain. Notre équipe d'ingénieurs a commenté que je suis plus accessible et créatif dans les réunions. Il marqua une pause. Vous savez ce que ça me dit?
Que certaines personnes perçoivent qu'un leader plus heureux est un leader plus efficace. Les anecdotes ne font pas bouger les marchés, rétorqua Michael. Vraiment? Alors dites-moi, quel type d'entreprise voulons-nous être? Une qui prend des décisions basées sur la peur des perceptions éphémères, ou une qui fait confiance à la solidité de ses fondamentaux et à l'intégrité de son leadership? Robert échangea des regards avec les autres membres du conseil. James, personne ne remet en question votre intégrité. Mais il y a d'autres considérations, comme le fait que nous avons tous investi nos carrières et nos fortunes dans cette entreprise et que nous craignons tout ce qui pourrait menacer cela. Le silence revint. Mais cette fois, James sentit qu'il avait touché quelque chose de vrai. Très bien, dit-il finalement. Laissez-moi rendre cela simple pour vous. Sophie Larson ne va pas disparaître de ma vie. Elle fait de moi une meilleure personne, et cela fait de moi un meilleur PDG. Si vous ne pouvez pas voir la différence entre un leader qui suit le mouvement et un qui est pleinement engagé, alors peut-être que ce conseil doit réévaluer plus que ma vie personnelle. Patricia referma son dossier de notes brusquement. James, nous donnez-vous essentiellement un ultimatum? Je dis que pour la première fois de ma vie, j'ai trouvé quelque chose qui vaut plus que l'approbation de l'entreprise ou la tranquillité du marché boursier, et si c'est un problème pour vous, James redressa les épaules, ressentant une étrange et puissante liberté, alors peut-être qu'il est temps pour vous de décider, si vous voulez un PDG, qui dirige avec authenticité, ou un qui performe pour plaire aux analystes. James quitta la salle de réunion en sachant qu'il avait franchi une ligne. Pour la première fois de sa carrière d'entreprise, il avait choisi son bonheur personnel plutôt que la commodité professionnelle. C'était terrifiant et libérateur à la fois. Alors que l'ascenseur descendait les 47 étages jusqu'au hall, il pensa à Sophie, probablement à ce moment-là en train de s'occuper des plantes à la maison ou de travailler sur ses rapports sur les aigles. Elle ne savait même pas ce qui s'était passé lors de la réunion, les pressions exercées, les choix impossibles que d'autres voulaient lui imposer, mais elle le saurait bientôt, et pour la première fois, James n'avait pas peur d'être complètement honnête sur le prix que leur amour pourrait exiger, car il y avait enfin quelque chose dans sa vie qui valait n'importe quel prix. James trouva l'enveloppe sous la porte de son bureau à domicile le lundi matin, 3 jours après la réunion tendue avec le conseil. Le papier était de qualité, avec le logo en relief de la Green Horizon Foundation, une organisation qu'il reconnut immédiatement comme l'un des opposants les plus virulents de l'industrie des combustibles fossiles. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une lettre officielle datée de 2 semaines plus tôt, adressée à mademoiselle Sophie Larson et signée par le docteur Laura Thompson, directrice exécutive de la fondation. Chère mademoiselle Larson, commençait la lettre, nous avons été ravis d'apprendre votre travail exceptionnel sur la conservation des aigles royaux. Nous souhaitons offrir une subvention de recherche de 50 000 $ pour étendre vos études sur les impacts des infrastructures énergétiques sur les schémas de migration aviaire. James eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Il continua à lire, chaque mot s'enfonçant dans son esprit comme des accusations, impacts environnementaux de l'industrie pétrolière, préservation contre le développement prédateur, partenariat à long terme pour la recherche anti-industrielle. La lettre mentionnait spécifiquement l'intérêt médiatique récent pour le travail de Sophie et suggérait que sa visibilité actuelle pourrait amplifier considérablement notre message de conservation. James laissa tomber la lettre sur le bureau, sentant la nausée se répandre dans son estomac. Les voix du conseil résonnaient dans son esprit, influence environnementaliste, conflit d'intérêts, tout ce qu'il avait défendu, tout ce qu'il avait risqué pour elle, semblait soudain planifié. James, la voix de Sophie vint du couloir, le café est prêt. Il plia rapidement la lettre et la rangea dans le tiroir, essayant de composer son expression. Mais lorsque Sophie entra dans le bureau avec 2 tasses de café, souriant avec cette joie matinale qu'il avait appris à aimer, quelque chose de froid et de suspicieux se tordit dans sa poitrine. « Vous allez bien » demanda-t-elle, remarquant immédiatement sa tension. « On dirait que vous avez vu un fantôme. »« Je vais bien, mentit-il, acceptant le café mais évitant son regard. Juste préoccupé par des problèmes de travail. » Sophie s'approcha, posant sa main sur son épaule avec cette affection naturelle qu'il avait considérée comme sacrée. Maintenant, ce contact le faisait reculer intérieurement. « Vous voulez en parler ? Ce n'est rien que vous puissiez aider, dit-il, la phrase sortant plus durement qu'il ne l'avait voulu. Sophie recula légèrement, surprise. « James, que se passe-t-il ? Vous agissez bizarrement depuis hier. » Tout au long de la journée, James observa Sophie avec de nouveaux yeux, des yeux empoisonnés par le soupçon. Chaque geste d'amour semblait calculé. Chaque question sur son travail sonnait comme une collecte d'informations. Lorsqu'elle mentionna nonchalamment avoir reçu des appels d'organisations de conservation intéressées par son travail, James sentit sa paranoïa s'intensifier. « Quel genre d'organisation » demanda-t-il, essayant de garder sa voix neutre. « Oh, quelques fondations environnementales. Apparemment, mon travail attire l'attention à cause de, à cause de nous, la couverture médiatique. » Sophie grimace. « Honnêtement,
c'est un peu gênant. Je ne veux pas que mes recherches soient associées à notre vie personnelle. Mais vous envisagez de travailler avec eux. Peut-être. Certains offrent des ressources qui pourraient vraiment aider mes recherches. James étudia son visage, cherchant des signes de malhonnêteté, mais ne trouvant que la transparence honnête qui l'avait toujours attiré, cela rendait tout pire d'une certaine manière. Si elle mentait, elle était extraordinairement douée. L'effondrement survint 3 jours plus tard pendant le dîner. Sophie parlait de sa journée, mentionnant qu'elle avait enfin décidé d'accepter une petite subvention d'une organisation de conservation, quand James ne put plus se contenir. « La Green Horizon Foundation » demanda-t-il brusquement. Sophie s'arrêta de manger, surprise. « Comment savez-vous à leur sujet ?»« Donc, c'est vrai. » James se leva brusquement de la table, alla au bureau et revint avec la lettre. Il la jeta sur la table entre eux. « Ça est arrivé pour vous il y a quelques jours. » Sophie prit la lettre, ses sourcils se fronçant alors qu'elle lisait. « James, je n'ai jamais vu ça de ma vie. » « Bien sûr que non. Je suis sérieuse. Comment cela est-il arrivé ici? Et pourquoi ne me l'avez-vous pas montré quand vous l'avez reçu? Parce que je voulais voir si vous m'en parleriez spontanément. Je voulais voir si vous seriez honnête. » Le visage de Sophie pâlit. « Honnête à propos de quoi? James, de quoi m'accusez-vous? Je demande si toute cette histoire était planifiée depuis le début. Vous, moi, l'accident, si vous étiez dans les montagnes spécifiquement parce que vous saviez que j'y serais ?» Sophie resta complètement immobile un instant, comme si elle ne pouvait pas traiter ce qu'elle entendait. Quand elle parla, sa voix était basse et blessée. « Vous pensez vraiment que j'ai planifié de me faire tirer dessus? Que j'ai orchestré presque mourir pourquoi? Pour me rapprocher de vous? Les gens font des choses extrêmes pour 50 000 $, et ce n'est que le début, n'est-ce pas? Une fois que vous êtes dedans, une fois que vous avez de l'influence... » Sophie se leva, la lettre tremblant dans ses mains. « James, m'avez-vous écouté ces dernières semaines? Ai-je jamais essayé de vous influencer sur quoi que ce soit lié à votre entreprise? Ai-je même posé des questions sur votre société? » C'était vrai. Sophie avait montré un remarquable manque d'intérêt pour les détails de son empire corporatif, préférant parler de livres, de nature, de rêves personnels, mais la graine du doute, une fois plantée, était difficile à éradiquer. Peut-être que ça faisait partie de la stratégie, de sembler désintéressé. Sophie le regarda comme s'il était un étranger. « Mon Dieu, James, qui vous a fait ça? Qui vous a blessé si profondément que vous ne pouvez pas croire que quelqu'un pourrait vous aimer simplement pour qui vous êtes? » Personne ne m'a blessé. J'ai juste appris à reconnaître quand quelque chose est trop beau pour être vrai. Et je suis trop beau pour être vrai. James la regarda, cheveux ébouriffés, maquillage taché par les larmes qui commençaient à se former, portant une de ses chemises sur un jean simple. Elle ne ressemblait pas à une manipulatrice sophistiquée. Elle ressemblait exactement à ce qu'elle avait toujours semblé être. Une femme authentique, passionnée, qui avait trouvé quelque chose de spécial et qui le voyait être détruit. Mais les voix dans sa tête étaient plus fortes. Le conseil avertissant de l'influence, Elisabeth insinuant des chasseuses de fortune, des années d'expérience dans les affaires où tout le monde avait des agendas cachés. Peut-être devriez-vous accepter la subvention, dit-il froidement. Cela semble être une opportunité parfaite pour élargir votre travail. Sophie resta silencieuse un long moment, étudiant son visage. Quand elle parla à nouveau, il y avait une profonde tristesse dans sa voix qui blessa James plus profondément que n'importe quelle colère. « Vous savez, James, dans cette grotte, quand vous avez dit que vous étiez mort à l'intérieur depuis des années, je pensais que vous exagériez. Maintenant, je réalise que vous étiez complètement littéral. » Elle posa soigneusement la lettre sur la table. « Et le plus triste, c'est que, pendant quelques semaines, je vous ai vu revenir à la vie. J'ai vu l'homme que vous pourriez être quand vous cessiez d'avoir peur de faire confiance. » Sophie. Non. Elle éleva la main. Vous avez pris votre décision. Vous avez choisi le soupçon plutôt que la confiance, la peur plutôt que l'amour. Et peut-être que c'est plus sûr pour vous. Peut-être que c'est ce que vous voulez vraiment. Sophie alla dans la chambre qu'ils avaient partagée et commença à rassembler ses quelques affaires. James la regarda depuis l'embrasure de la porte, une partie de lui criant de l'arrêter, de s'excuser, de confesser qu'il était trop terrifié par le bonheur pour croire qu'il pouvait être réel. Mais la plus grande partie, celle qui avait été entraînée par des décennies de trahison corporative et de déception personnelle, resta silencieuse. « Où irez-vous » demanda-t-il lorsqu'elle passa devant lui, portant sa valise. « Retour dans la forêt, là où les choses ont du sens. » Elle s'arrêta à la porte, le regardant une dernière fois. « James, j'espère qu'un jour vous trouverez quelqu'un en qui vous pourrez avoir confiance, même si ce n'est pas moi. » Et puis elle partit, emportant avec elle les plantes qu'elle avait dispersées dans l'appartement, ne laissant que des espaces vides là où il y avait eu de la vie. James se tenait seul dans l'appartement silencieux, tenant la lettre de la Green Horizon Foundation, et se demandant pourquoi la victoire d'avoir raison ressemblait exactement à une défaite. 7 jours.
James comptait chaque heure qui passait depuis que Sophie avait quitté son appartement, chaque minute marquée par l'écho vide de ses propres pas dans des pièces qui avaient autrefois été remplies de vie. L'appartement semblait être revenu à ce qu'il avait toujours été, un mausolée de verre et d'acier, magnifique et mort. Il était dans son bureau le jeudi matin, prétendant lire des rapports financiers mais fixant en réalité l'espace où se trouvait autrefois une petite succulente, lorsque sa secrétaire annonça par l'interphone que le docteur William Kessler demandait à le voir. « Faites-le entrer », dit James, surpris. Le frère d'Elizabeth n'était pas exactement quelqu'un qui faisait des visites de courtoisie. William entra avec sa posture formelle caractéristique, mais il y avait quelque chose de différent dans son expression, un mélange d'inconfort et de détermination que James ne pouvait pas déchiffrer. « William. Quelle surprise. Comment puis-je vous aider ? En fait, James, c'est moi qui dois vous aider, ou plutôt, je dois me racheter. » « Vous racheter ?» William prit une profonde inspiration, comme un homme sur le point de confesser un péché capital. « Ces dernières semaines, depuis que vous et mademoiselle Larson avez quitté l'hôpital, j'ai enquêté sur elle. » James sentit quelque chose de froid se former dans son estomac. « Vous avez fait quoi ? » ?»« J'ai engagé un détective privé. Je voulais m'assurer qu'elle ne profitait pas de vous. » William leva la main lorsque James commença à protester. « Je sais comment cela sonne, mais après le divorce difficile avec Elizabeth, j'étais vraiment inquiet que vous soyez vulnérable aux opportunistes. Et qu'avez-vous découvert ?» demanda James, sa voix dangereusement basse. William ouvrit un dossier, révélant une pile de documents, de photographies et de rapports. « J'ai découvert que je suis un idiot et que vous venez de faire la plus grande erreur de votre vie. » James prit le premier document, un rapport de crédit détaillé. Sophie Larson n'avait jamais eu de compte bancaire avec plus de 3 000 $. Elle vivait avec moins de 20 000 $ par an, refusait constamment des opportunités plus lucratives et donnait régulièrement les petites sommes qu'elle parvenait à économiser à des sanctuaires pour animaux. Le document suivant était une série de dossiers académiques, diplômé magna cum laude en biologie, une maîtrise en conservation avec une thèse sur les schémas de migration publiée dans 3 revues scientifiques respectées. Ses professeurs la décrivaient comme brillante, éthique et incorruptiblement dévouée à la science pure. James feuilleta plus de pages, sa respiration devenant de plus en plus difficile. Des photographies de Sophie travaillant seule dans les montagnes, des documents de ses visites régulières dans les mêmes zones de recherche pendant 3 années consécutives, des enregistrements de ses interactions avec des organisations environnementales, toutes strictement liées à la conservation de la faune. Rien de politique. « Et la Green Horizon Foundation ?» demanda James, la voix rauque. William tourna quelques pages. « Ils ont vraiment envoyé cette lettre, mais pas directement à elle. Ils l'ont envoyée à votre adresse car c'était la seule qu'ils pouvaient trouver associée à elle dans les nouvelles. Sophie n'a jamais eu de contact préalable avec eux, n'a jamais demandé de financement, ne savait même pas qu'ils existaient jusqu'à ce que vous lui montriez la lettre. » James eut l'impression de s'enfoncer. « Comment le savez-vous ? » »« Parce que je les ai appelés. J'ai parlé personnellement avec le docteur Thompson. Elle a admis qu'ils ont essayé de profiter de la visibilité médiatique de Sophie pour leur propre agenda, mais qu'ils n'avaient jamais eu de communication avec elle. La lettre était un coup dans le noir, une tentative opportuniste de recruter quelqu'un qui était soudainement devenu une figure publique. » William se pencha en avant, sa voix prenant une urgence que James n'avait jamais entendue auparavant. « James, elle a refusé l'offre. Quand ils ont finalement réussi à la contacter directement, 2 jours après que vous l'avez confrontée, elle a catégoriquement refusé. Elle a dit qu'elle ne voulait pas que ses recherches soient associées à des agendas politiques. » James ferma les yeux, sentant l'ampleur de son erreur s'abattre sur lui comme une avalanche. « Pourquoi me dites-vous cela ? » ?»« Parce que ces dernières semaines, en vous observant tous les deux à l'hôpital, j'ai vu quelque chose que je n'aurais jamais pensé voir en vous, une vie réelle, un bonheur authentique. » William marqua une pause. « Et parce que, après avoir enquêté minutieusement sur Sophie Larson, je peux dire avec certitude qu'elle est exactement ce qu'elle semble être, une femme rare qui vous aime pour l'homme que vous êtes, pas pour l'empire que vous avez construit. » James ouvrit les yeux, regardant William avec un mélange de gratitude et de désespoir. « Il est pardua. Peut être, mais vous ne le saurez pas tant que vous n'aurez pas essayé. William, les choses que j'ai dites à Sophie, les accusations que j'ai portées, étaient basées sur la peur, pas sur des preuves. Et s'il y a une chose que j'ai apprise sur Sophie Larson à travers cette enquête, c'est qu'elle comprend la différence entre la peur et le véritable caractère d'une personne. » James se leva brusquement, allant à la fenêtre donnant sur les montagnes. Quelque part là-dehors, Sophie était probablement seule dans ses recherches, blessée par sa trahison, essayant de reconstruire la vie simple et authentique qu'il avait temporairement partagée. Où est-elle ? Selon mes sources, elle est retournée dans la même zone où vous vous êtes rencontrés, elle campe près du site où l'accident s'est produit. James se tourna, ressentant quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis une semaine. L'espoir. Pourquoi retournerait-elle là ? Bah. William sourit pour la première fois depuis son arrivée. Peut
être parce que c'est là que vous avez été tous les deux les plus honnêtes l'un envers l'autre. Ou être parce qu'elle espère encore que vous vous souviendrez de l'homme que vous étiez dans cette grotte. James regarda les documents éparpillés sur son bureau, des preuves irréfutables de l'intégrité de la femme qu'il avait accusée de malhonnêteté. Chaque page était une accusation contre sa propre lâcheté. Chaque rapport une preuve qu'il avait saboté la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. William. Oui. Merci d'avoir enquêté, de m'avoir dit la vérité, d'avoir essayé de me sauver de moi-même. William se leva, ajustant sa veste. James, pour ce que ça vaut, Elizabeth avait tort à votre sujet toutes ces années. Vous n'êtes pas incapable d'aimer profondément. Vous aviez juste trop peur d'essayer. Quand William partit, James resta seul avec la vérité qu'il avait essayé d'éviter. Sophie Larson était exactement celle qu'elle prétendait être, et il avait détruit la seule relation authentique de sa vie à cause de fantômes et de peurs qui n'avaient rien à voir avec elle. Mais juste n'était-il pas trop tard pour une rédemption? James saisit ses clés de voiture, laissant les documents sur le bureau et le bureau derrière lui. Il avait un voyage à faire et un cœur à reconquérir, si elle voulait encore donner une seconde chance à l'homme qui avait presque tout perdu en ne sachant pas distinguer le véritable amour de l'auto-sabotage. Les montagnes l'attendaient, et avec elles, être une dernière opportunité de prouver que parfois même les plus perdus peuvent retrouver leur chemin vers la maison. Un an plus tard, James Carver se tenait sur la même falaise où tout avait commencé, mais cette fois, il ne portait pas de fusil. Dans ses mains se trouvait une petite boîte en velours bleu foncé contenant une bague en diamant simple, pas le genre ostentatoire que sa fortune pouvait acheter, mais quelque chose de délicat et intemporel, comme l'amour qu'il avait trouvé et presque perdu. L'automne avait peint les montagnes rocheuses de teintes dorées et cramoisies, et l'air avait cette qualité cristalline qui rendait chaque respiration semblable à une renaissance. À ses côtés, Sophie observait à travers des jumelles le vol majestueux de deux aigles royaux dansant dans les courants ascendants, leurs ailes déployées en parfaite synchronisation. Les voilà, murmura-t-elle, son visage illuminé par la même joie pure qu'il avait appris à reconnaître comme son expression la plus authentique. Le couple que j'étudie depuis 4 ans. Ils sont revenus. James observa les aigles, pensant au voyage extraordinaire qui les avait conduits à ce moment. Le jour où il était retourné dans les montagnes pour la retrouver, 10 mois plus tôt, avait été le plus difficile et le plus important de sa vie. Sophie avait écouté en silence pendant qu'il s'agenouillait dans la neige et confessait chaque peur, chaque insécurité, chaque raison pathétique qui l'avait conduit à détruire la confiance entre eux. « J'avais tellement peur que vous soyez trop beau pour être vrai, » avait-il dit, les larmes gelant sur son visage, que j'ai préféré croire un mensonge cruel plutôt que risquer d'avoir le cœur brisé. Elle ne lui avait pas pardonné immédiatement. Le pardon, lui avait appris Sophie, n'était pas un interrupteur qu'on allumait, mais un processus qu'on cultivait. Ils avaient passé des mois à reconstruire la confiance, brique par brique, conversation honnête. Après conversation honnête. James, la voix de Sophie le ramena au présent. « Vous allez bien? Vous sembliez perdu dans vos pensées. » Il sourit, pensant à la manière dont elle pouvait toujours lire ses expressions. « Je pensais à tout ce qui a changé cette dernière année. Pour le meilleur, pour l'extraordinaire. » C'était vrai. La décision de James de quitter son poste de président de Carver Energy avait choqué le monde des affaires, mais pour lui, cela avait été comme retirer une armure qu'il n'avait jamais réalisé porter. La fondation Carver Larson, qu'ils avaient créée ensemble 6 mois plus tôt, avait déjà protégé plus de 50 000 acres d'habitat critiques pour les aigles et autres espèces migratoires. « Sophie, dit-il, son cœur battant plus fort que lors de n'importe quelle négociation de plusieurs milliards de dollars qu'il avait menée. Puis-je vous poser une question ?» Elle abaissa les jumelles, ses yeux verts rencontrant les siens avec cette attention complète qui était l'un de ses dons les plus précieux. Bin Sua. James s'agenouilla là, sur le sol rocailleux où, 1 an auparavant, il l'avait portée, blessée et saignante. La bague émergea de la boîte comme une promesse cristallisée. « Sophie Larson, vous m'avez appris que le véritable amour n'est pas une question de possession ou de contrôle, mais de choix quotidien, de choisir la vulnérabilité plutôt que la sécurité, l'authenticité plutôt que l'approbation, la croissance ensemble plutôt que la stagnation individuelle. » Sa voix tremblait légèrement. « Vous m'avez sauvé, pas seulement dans cette grotte, mais chaque jour depuis, simplement en étant qui vous êtes. » Des larmes commencèrent à se former dans les yeux de Sophie, mais elle ne les essuya pas. « James, épousez-moi. Pas parce que vous avez besoin de ma richesse ou parce que j'ai besoin de votre approbation, mais parce qu'ensemble, nous sommes plus vrais que nous ne l'avons jamais été séparément. Parce que lorsque vous me regardez, je vois l'homme que j'ai toujours voulu être. » Sophie resta silencieuse un moment qui sembla éternel, le regardant, puis la bague, puis les aigles qui volaient toujours en cercle parfait au-dessus d'eux. « Vous savez, dit-elle enfin, un sourire s'épanouissant lentement sur son visage, les aigles royaux s'accouplant pour la vie. Quand ils choisissent un partenaire, c'est une décision qu'ils prennent à nouveau chaque jour, chaque saison de migration, chaque retour au nid. C'est un oui. C'est un oui à une vie de choix. Quotidien. » Elle tendit la main,
lui permettant de glisser la bague à son doigt. C'est un oui à construire quelque chose ensemble qui est plus grand que tout ce que nous pourrions créer seuls. James se leva et l'embrassa pendant que les aigles volaient en cercle au-dessus d'eux, comme s'ils bénissaient leur union. Lorsqu'ils se séparèrent, il réalisa que, pour la première fois de sa vie adulte, il ne planifiait pas le prochain mouvement, ne calculait pas les résultats ou ne gérait pas les risques, il était simplement présent, complètement là, dans le moment parfait. Alors, dit Sophie, entremêlant leurs doigts, où allons-nous nous marier? James regarda autour de lui les montagnes majestueuses, pensant à la grotte où ils avaient partagé leur première vérité profonde, à l'hôpital où ils avaient affronté le jugement du monde, à l'appartement où ils avaient appris à créer un foyer ensemble. Ici, dit-il, là où tout a commencé, là où j'ai failli vous perdre, et là où j'ai appris que parfois, il faut être complètement brisé pour découvrir qui on est vraiment. 6 mois plus tard, lors d'une cérémonie intime avec seulement une poignée d'amis sincères et le docteur William Kessler comme officiant, James et Sophie se marièrent sur la même falaise où il avait fait sa demande. Elizabeth envoya une carte élégante leur souhaitant le bonheur, une offre de paix que James n'attendait pas mais qu'il apprécia profondément. Il n'y avait pas de couverture médiatique, pas d'invités obligatoires pour des connexions d'affaires, rien d'autre que deux personnes promettant de choisir l'amour plutôt que la peur, la croissance plutôt que la stagnation, l'authenticité plutôt que la commodité. Pendant la cérémonie, les mêmes aigles royaux volèrent au-dessus d'eux, comme s'ils officiaient leur propre bénédiction sauvage. Maintenant, 1 an après le mariage, James se réveillait chaque matin dans une maison modeste près des montagnes, entouré de plantes qu'ils entretenaient ensemble, travaillant sur une mission qui nourrissait son âme plutôt que simplement son compte bancaire. Il était toujours riche, certaines richesses ne disparaissent pas facilement, mais maintenant, sa richesse servait un objectif plus grand. James, dit Sophie, interrompant à nouveau ses souvenirs. Reraldes. Il suivit son regard là où les aigles atterrissaient dans un nid sur une falaise lointaine. C'était le même nid qu'elle avait étudié pendant des années, le même qui l'avait conduite dans cette zone fatidique où ils s'étaient rencontrés. Ils resteront ensemble pour la vie, dit Sophie doucement. À travers toutes les migrations, toutes les saisons, toutes les tempêtes. James la serra plus près, ressentant la solidité chaleureuse de sa présence. Comme nous, acquiesça-t-elle. Alors que le soleil se couchait derrière les montagnes, peignant le ciel de couleurs qu'aucun artiste ne pouvait reproduire, James Carver réalisa qu'il avait enfin appris la différence entre avoir une vie et vivre une vie, entre accumuler des choses et cultiver des relations, entre être couronné de succès et être heureux. Et surtout, il avait appris que parfois l'amour arrive déguisé en tragédie, que parfois il faut être brisé pour être guéri, et que parfois la balle qu'on attend le moins est celle qui ouvre votre cœur à des possibilités qu'on n'avait jamais imaginées. Dans les montagnes autour d'eux, les aigles volaient librement dans des cieux infinis. Et deux personnes qui avaient trouvé l'un dans l'autre non seulement l'amour, mais la rédemption, rentraient chez elles ensemble, sachant qu'ils avaient construit quelque chose de rare et de précieux, une vie basée sur la vérité, le choix conscient, et le courage quotidien d'aimer sans réserve. L'accident dans les montagnes était terminé. L'histoire d'amour ne faisait que commencer. Parfois, la vie nous brise pour nous refaire. James découvrit que le coup qui avait presque tout détruit était en réalité le coup de départ pour une vie qu'il ne savait même pas possible. Car en fin de compte, nous cherchons tous quelqu'un qui nous voit, non pas comme nous aimerions être, mais comme nous sommes vraiment, et qui choisit quand même de rester. Peut-être que la vraie question n'est pas de savoir si nous méritons l'amour, mais si nous avons assez de courage pour le choisir quand il apparaît déguisé en quelque chose que nous n'avions jamais attendu.